Je me sens comme un petit chien qui nage, qui flotte avec le petit nez qui respire, puis avant de couler. Je m'appelle Marie, j'habite à Greenfield Park. J'ai eu un AVC à l'âge de 41 ans, il y a près de 22 ans. J'ai travaillé dans une compagnie. J'ai quitté la compagnie pour devenir travailleur autonome. Et je ne me suis pas pris des assurances. Alors, quand j'ai eu mon AVC, je me suis trouvé le bec à l'eau. Mon loyer est de 795 $ par mois. Mon revenu est de 1292 par mois. Donc, c'est un pourcentage de 62%. Il me reste 50 $ par semaine pour l'épicerie. Il y a un organisme qui s'appelle la Cuisine de l'Amitié, qui sont très gentils, très sympathiques, que moi, je vais là-bas, je donne de mon temps, je donne 5 heures de mon temps, et eux, ils me font des rabais, ils font des plats moins chers pour des personnes plus vulnérables. Je me dis que le suicide est juste sur le bord du coin. Tu sais, c'est comme... Ouvrez l'eau chaude. Ça va prendre 7 minutes, peut-être même 10 minutes. Puis là, j'ai dit, mon eau chaude, ça marche pas. Est-ce que vous êtes capable de calfeutrer, tu sais, là, les robinets? Ils m'ont dit non. Il dit, ouvrez l'eau chaude, faites-vous un café, prenez un café, puis allez prendre votre douche. Là, maintenant, j'ai pris ma douche à l'eau tiède. Ça, c'est mon quotidien. C'est dérangeant. Si mon loyer me coûtait moins cher, je pourrais sortir. Je pourrais avoir de l'argent pour aller au cinéma, pour aller manger, pour acheter des cadeaux aux enfants, pour avoir une espèce de petit fonds pour vivre. Pour vivre. C'est ça. Des maris, il y en a partout. Nos amis de Centraide du Grand Montréal ont fait quelque chose de magnifique avec ça. On voulait le partager avec vous. Maintenant, le 6 mars 2018, c'était ma première journée chez Centraide, sans aucune préparation. Je me suis retrouvée en avant de toute la haute direction de SSQ pour les remercier de leur participation à notre campagne. Ça a été un petit peu catastrophique, là, c'est juste pour le dire poliment. Imaginez-vous, moi, la nouvelle, qui se tenait devant ces gens-là impressionnants, puis j'essayais de trouver les mots pour exprimer ma gratitude. Puis, petit détail, je passais juste après mon nouveau patron de l'époque, Bruno Marchand, qui est quand même un orateur pas pire, on va se le dire. Mes mains tremblaient, ma voix était incertaine. J'avais l'impression que mes pensées s'évaporaient dans l'air. Puis c'était vraiment un moment de vulnérabilité intense. Mais c'est aussi le début d'une révélation que ça a été pour moi, ça, ce moment-là. Parce qu'après, quand je me suis calmée, je me suis forcée à réfléchir à pourquoi. Pourquoi je m'engageais avec Centraide, puis pourquoi c'est si important. Quand on réfléchit à ce pourquoi,
Ça nous révèle la profondeur de notre capacité à nous engager pour le bien commun. L'engagement envers Centraide, ça transcende le simple acte de charité. C'est une manifestation de notre humanité profonde. C'est une affirmation de notre volonté collective de bâtir un présent puis un avenir meilleur. Je ne vous ferai pas le discours de philos et anthropos, là, l'étymologie de philanthropie, vous le connaissez, là, philos pour aimer, anthropos pour l'humain. Puis vous en êtes convaincus, sinon vous ne seriez pas assis ici aujourd'hui. Mais quand même, souvenons-nous que l'engagement envers Centraide, ça ne se limite pas juste à une contribution financière. Quand on s'implique dans cette cause-là, comme vous, on devient des agents de changement, des catalyseurs d'espoir. Parce que Centraide, c'est un désir de changement social significatif. C'est une philanthropie qui est ancrée dans l'empathie, dans l'intégrité, puis dans l'excellence. C'est pas simplement une philanthropie qui est basée sur autre chose que la volonté de ce qu'on veut faire. C'est basé sur les besoins du terrain. Pas sur le goût de soutenir une cause parce qu'elle est plus connue qu'un autre, malgré toute notre bonne volonté. Il n'y a pas rien de méchant dans ça. Là. Mais c'est ça qu'on appelle, nous, le don solidaire. Partir des besoins, des vrais besoins du terrain. C'est notre ancrage. Centraide, on le répète, mais c'est jamais assez, c'est le filet social de base. Puis c'est ça, ensemble, qu'on va réussir à faire, qu'on réussit présentement à faire. C'est ce courage qu'on partage, puis on valorise de créer du vrai changement. Aujourd'hui, à l'Académie Centraide, on se donne des outils. On va partager, on va apprendre, on va se mettre en action. Avec, en toile de fond, notre pourquoi. Notre pourquoi collectif, c'est assez clair, mais le vôtre, personnel, individuel. Vous n'êtes pas assis sur ces chaises-là par hasard. Il y a une raison pourquoi vous êtes là. Puis c'est important. Ensemble, on fait une vraie différence dans la vie des gens comme Marie. Rappelons-nous que ce sont des actions grandes puis petites qui mènent à des grands changements. Puis rappelons-nous qu'en route, on laisse personne derrière. Merci. Merci. Merci beaucoup, Isabelle, pour ce beau coup d'envoi de cette seconde édition de l'Académie Centraide. Bienvenue à tous et à toutes. On est super excités, évidemment. Vous le savez, excités, c'est comme mon nom de famille. On est excités, on est heureux de vous recevoir ici à l'Université Laval. Merci de tout cœur d'avoir accepté notre invitation. Je tiens à souligner aujourd'hui, c'est spécial. On a beaucoup de monde. Mais savez-vous aussi qu'on a la présence de toutes les équipes de développement philanthropique des Centraides du Québec? On a 11 Centraides avec nous aujourd'hui. Vous faites rayonner la campagne Centraide année après année. Cette campagne, elle ne serait jamais la même sans vous. Votre appui est d'autant plus important qu'on le sait, on l'a vu avec Marie, les besoins de notre communauté sont grandissants. Puis notre communauté post-pandémique, vous serez d'accord avec moi, elle a bien besoin d'amour et de compassion. Les enjeux actuels, les enjeux sociaux actuels exigent de nous qu'on se mobilise davantage. Puis en parlant de mobilisation, je tiens à vous remercier pour cette campagne extraordinaire et pour vous féliciter pour le montant record qu'on a atteint tous ensemble, 20,1 millions. On a franchi la barre du 20 millions. Wow! On a fait 21,4 millions avec nos collègues du Bas-Saint-Laurent. Vous savez qu'on est fusionnés. Mais je félicite aussi le Centraide du Grand Montréal. Ils ont fait un 68,2 millions. Saguenay-Lac-Saint-Jean a fait 3,4 millions. Les régions du Centre-Ouest ont fait 7,3 millions. 1,1 million à la Côte-Nord, 4 millions en Outaouais. Bref, on est bon partout au Québec. Au total, c'est 115 millions que les Centraides du Québec auront récolté en 2023 pour redonner dans notre communauté. Ça, là, c'est pas rien, parce que c'est 115 millions de volonté citoyenne. C'est du vote philanthropique. Quand on fait un don à Centraide, on dit c'est important. C'est important de soutenir les communautés vulnérables. C'est de l'engagement social pur.
C'est une voix unie, forte, solidaire qui dit « on ne laisse personne derrière ». Ce grand mouvement de solidarité et de compassion, ben c'est vous. Et jamais on pourrait soutenir notre communauté comme on le fait en ce moment sans vous. L'objectif de l'Académie Centraide, c'est de prendre un moment ensemble pour s'inspirer, partager, réfléchir sur des bonnes pratiques afin qu'on soit tous mieux outillés pour faire campagne. La prémisse de base, c'est qu'un bénévole convaincu et convaincant, c'est un bénévole et un ambassadeur heureux et performant. Notre objectif est simple, c'est d'enrichir votre expérience Centraide pour qu'elle soit de plus en plus agréable. Petite histoire. C'est lors d'une discussion avec Yvon Charret, un de nos conférenciers ce matin, que cette idée de l'Académie a émergé dans ma tête. Yvon, dans sa quête de développement de la culture philanthropique à Québec et au Québec, a souvent déploré l'écart entre le niveau de don du Canada anglais et le niveau de don au Québec. Jusqu'à ce qu'il découvre qu'en fait, si le don moyen est effectivement plus bas au Québec, ce n'est pas parce que les Québécois sont moins généreux. C'est parce qu'on n'a pas la même culture de sollicitation. Et c'est pour ça que l'Académie Centraide existe maintenant. Nous avons le désir de créer un espace mobilisant, inspirant, à l'intérieur duquel on va pouvoir s'arrêter et réfléchir à tout ce qui entoure l'action philanthropique. Ce genre d'espace, comme le disait Isabelle, c'est important parce que on est plus que la simple somme d'individus qui donnent du temps, de l'argent, de l'énergie à la campagne. On est une manifestation concrète de notre capacité à nous unir, à mettre nos différences de côté, à travailler ensemble, à collaborer pour créer un changement significatif dans nos communautés. Puis le tout est toujours plus grand que la somme des parties. Alors, on a convié ce matin 5 super speakers qui vont vous entretenir. Ils sont tous impliqués dans la campagne Centraide de différentes façons, puis ils vont vous partager leurs réflexions, vont vous aider à réfléchir, puis je suis certaine qu'ils vont réussir à vous inspirer. Je tiens à remercier chaleureusement ces 5 conférenciers-là pour être avec nous ce matin. C'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps qui a été mis et d'amour, je dirais. Mais je pense que vous allez retirer des informations extrêmement pertinentes de leur présentation pour préparer votre prochaine campagne. Mais avant de commencer, je tiens à souligner la collaboration absolument exceptionnelle qu'on a avec l'Université Laval. Non seulement c'est un partenaire de campagne formidable, qui a fait une progression de campagne formidable encore cette année, je tiens à souligner l'engagement vocal de Sophie Damour, notre rectrice, qui propulse la campagne, mais elle est accompagnée d'un cabinet de campagne tellement nombreux et avec énormément d'énergie. Puis, ils font la différence. Puis, l'Université Laval, vous êtes une vraie université d'impact. Je tiens à remercier les coprésidents de la campagne 2023, Nancy Gélina, Louis-Emmanuel Jamais, tu es avec nous, je t'ai vu. Gabriel Huot, merci beaucoup pour ton aide. André Raymond, pour avoir rendu possible cette association entre l'Académie Centraide et l'Université Laval. C'est très important pour moi. Puis, je tiens... excusez, je l'ai déjà remercié, Sophie Damour, mais je l'aime tellement, j'aime mieux le faire 2 fois. Alors, je vous rappelle aussi que la beauté de le faire ici, c'est que toute cette académie est captée et sera diffusée sur notre chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs, vous pouvez réécouter l'académie qu'on a fait l'année dernière, la première édition. Tous les contenus sont là et vous pouvez les partager. Puis c'est un outil en soi pour venir mobiliser vos équipes d'ambassadeurs. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger l'application Slido. Ça va vous permettre aussi de faire partie de la conversation. Je vous encourage fortement à poser vos questions. Après chaque présentation de 25 minutes, on aura 10 minutes pour échanger et prendre vos questions via l'application Slido. Vous avez le code QR derrière moi. Alors, je vous invite à partager. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Code QR, s'il vous plaît. Alors, chers amis, chers ambassadeurs, merci de votre présence. Merci de votre pleine conscience. Et bienvenue à l'Académie Centraide. Notre premier invité, et non le moindre, est M. Yvon Charret.
Je vous l'ai dit, l'Académie est 100% inspirée de lui. Yvon est non seulement l'ex-PDG de IA Groupe Financier, mais c'est le plus bel exemple d'un citoyen engagé et mobilisé pour le bien-être collectif. Et à mon avis, c'est l'acteur numéro 1 du développement de la culture philanthropique au Québec. Il vient d'ailleurs de lancer le mouvement Les Charitables ici à Québec, un autre levier pour promouvoir la culture philanthropique. Lorsqu'il a pris la direction d'IA en 2000, Yvon a fait de Centraide sa cause, assurer les services essentiels. Voilà pourquoi Centraide est si important pour lui. Et si plusieurs d'entre vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous avez entendu un jour Yvon Charest vous dire pourquoi c'est important d'être là. Sans plus tarder, Monsieur Yvon Charest. Bonjour tout le monde. J'adore ça quand les gens répètent mes paroles. Ça veut dire que bientôt, je n'aurai plus besoin de le dire. Puis, c'est un fait que, ce qu'Anne-Marie a dit, c'est très important. J'ai toujours affirmé que les Québécois sont généreux quand ils sont sollicités. Alors, si on a du retard, c'est pas qu'on n'a pas une culture de don, c'est qu'on n'a pas une culture de sollicitation. Alors, c'est pour ça que je vais avoir 2 parties dans ma présentation, puis la première, ça va être de vous donner les outils pour être un bon solliciteur qui a confiance, puis un solliciteur qui est heureux de solliciter. Puis dans la deuxième partie, pour vous donner du langage, vous allez devenir un donateur potentiel et je vais être un solliciteur. Ça vous va comme programme? Bon. Alors, je suis certain que vous avez tous, à des degrés divers, une certaine confiance dans vos compétences professionnelles. Mais la seconde où on vous parle de sollicitation, on dirait que la confiance n'est pas aussi élevée. Alors, on va aborder ça ensemble, les ressorts de la confiance en soi, mais exclusivement pour la sollicitation ou précisément pour la sollicitation. Mais sachez que ça va être utile dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Et plus tard, quand on va parler de la confiance, on parle de la confiance en soi, plus tard, on va faire un petit clin d'œil aux plus démunis. On va voir ensemble jusqu'à quel point c'est tellement plus difficile pour eux d'avoir cette confiance-là dans l'avenir. Alors, l'un des principes les plus efficaces, à mon avis, pour développer un nouveau comportement, puis que ça devienne un réflexe, c'est d'utiliser ce que j'appelle des phrases rayonnantes. Des phrases qui sont riches, qui sont positives et concises, puis qu'on apprend à faire rouler dans notre tête, qu'on mûrit, puis à un moment donné, ça devient une grande règle de vie. Alors, quand je pense à la confiance en soi, je pense à ces 3 phrases rayonnantes-là suivantes. Je vous les dis, puis après ça, on les regarde une après l'autre. La première, je n'essaie pas d'être spécial, mais je suis conscient de ce que je suis vraiment. Alors, ce qui est particulier en moi ressortira de lui-même. Phrase numéro 2. Je ne cherche pas la confiance à l'extérieur de moi. Sinon, je serai toujours inquiet. Et phrase numéro 3. Je récolterai ce que j'ai semé. Alors, on prend la première phrase. L'organisation Toastmaster, qui amène les gens à prendre la parole en public, dit toujours que pour le premier discours, ce qu'on appelle le discours brise-glace, il faut parler du sujet qu'on maîtrise le mieux, c'est-à-dire soi-même. Alors, écoutons ceci. J'ai eu toute une chance dans la vie quand j'ai rencontré une fille, alors que j'étais sur la clôture entre prendre un chemin semé de mauvaise fréquentation ou faire le bon choix pour une vie épanouie. Bien, cette fille-là en question, c'est Sylvie, qui est devenue la conjointe de Michel Dallaire. Alors, Michel Dallaire, un PDG de la région, un PDG de la campagne Centraide, n'a pas essayé d'être spécial devant nous. Il a juste expliqué sa situation personnelle.
Puis il a dit par la suite, j'ai eu la plus belle chance de ma vie à l'adolescence. Ben maintenant, c'est à mon tour à donner des chances, puis voici pourquoi. Puis là, il a expliqué toutes les chances qu'il donnait. On va écouter un deuxième témoignage. Quand j'étais jeune, c'est chez nous qu'on amenait les restes de l'école, et c'est chez nous qu'ils recevaient le cadeau de Noël, le fameux panier de Noël. Ça a de l'air insignifiant, hein? Mais la personne qui a dit ça, un coprésident d'une campagne Centraide, il avait attendu 40 ans avant de faire son coming out. Il n'en avait jamais parlé. C'était là, dans ses entrailles. Puis quand il est venu parler à l'équipe de direction d'IA Groupe Financier, il l'a dit pour la première fois. Il n'a pas essayé d'être spécial, hein? Mais on s'entend qu'une phrase, puis c'est toute la puissance du discours. Vous voyez que j'en ai encore des émotions quand j'en parle. Alors, rien ne vaut l'authenticité de parler de soi-même, de parler de sa tête, de parler de son cœur, puis préférablement de parler à la fois de sa tête et de son cœur. Alors, dans mon cas, j'ai décidé d'avoir une mission communautaire il y a 20-25 ans. Puis la mission, c'est utiliser ma position d'influence pour entraîner les dirigeants de la région à s'impliquer dans la communauté. Alors, quand Anne-Marie m'a demandé il y a 2 ans de reprendre du service pour Centraide, j'ai dit oui, Anne-Marie. Mais en même temps, j'ai dit oui à ma mission. Puis quand tu dis ta mission publiquement, tu n'as comme pas le choix. Tu es obligé d'y donner suite. Alors moi, j'ai choisi cette mission-là parce que dans le fond, ma mère a toujours été un modèle de bénévolat, même si on n'a pas beaucoup de sous. Et aussi parce que je réalise que j'ai eu des chances dans ma vie. J'ai eu la chance d'être en santé. J'ai eu la chance d'avoir une éducation universitaire peu dispendieuse. Grand merci à l'Université Laval. Puis j'ai eu la chance d'avoir du support tout au long de ma carrière. Alors, c'est à cause de ça que c'est à mon tour à donner des chances. Puis quand j'ai une petite baisse de régime, je relis les 3 questions qui suivent. Si je ne le fais pas, moi, qui le fera? Si je ne le fais pas maintenant, quand? Et si je le fais seulement pour moi-même, qui suis-je? Faites-vous-en pas, l'énergie revient après avoir lu ces 3 phrases-là. Alors, on va aller à la phrase rayonnante numéro 2, une phrase riche, positive, concise, qu'on fait rouler dans sa tête, qu'on mûrit puis ça devient un réflexe. Je ne cherche pas la confiance à l'extérieur de moi-même, sinon je serai toujours inquiet. Alors, les outils pour avoir du succès en sollicitation, c'est les mêmes que le développement de l'affaire. C'est d'avoir de l'ambition, d'être focus, puis avoir de l'organisation. Alors, quand on parle de notre ambition, ça veut dire qu'il faut réfléchir à notre why, ce qu'on a dans nos entrailles. Puis quand ce qu'on veut faire, on y croit vraiment, ben on arrête d'être dépendant de l'extérieur, parce que ça vient de nous. On le fait parce qu'on y croit. Alors moi, une fois dans une évaluation, un de mes direct reports a dit « Monsieur Charest parle constamment de Centraide et des fois à des moments tout à fait inappropriés. » Et là, il rajoute « Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça parce que je sais que ça ne changera rien. » Il avait compris c'était quoi ma mission. Alors, il faut se convaincre personnellement, mais il faut aussi se convaincre que la cause est bonne. Puis, entre vous et moi, dans le cas de Centraide, c'est assez facile de se convaincre qu'on a la meilleure cause en ville. Parce que Centraide aide 1 personne sur 5. Ça veut dire 1 étudiant sur 5 avant qu'il rentre ici à l'université. Ça veut dire 1 gardienne sur 5 à la maison. Il n'y a personne qui connaît mieux les besoins de la communauté que Centraide. Il y a des gens qui travaillent à temps plein pour bien comprendre l'écosystème. Il n'y a personne qui est plus rigoureux que Caro
dans l'attribution des dons, combien on donne d'argent à chacun des organismes. Si un jour, on veut briser le cercle vicieux de la pauvreté, il y a juste Centraide qui peut le faire. C'est pour ça qu'une fois que vous êtes convaincu, puis que quand vous parlez à un donateur, puis il vous dit « Voici les 5 causes pour lesquelles je donne de l'argent parce que c'est super important pour moi », vous êtes capable de lui dire « Bravo, c'est une bonne idée de supporter ces causes-là. Mais il faut d'abord que tu fasses ton chèque à Centraide. Et voici pourquoi. » Puis là, vous parlez de Centraide. Bon, le focus. Je vous ai dit qu'au-delà de l'ambition, ça prend du focus. Bien, ici, quand on parle à Centraide, c'est facile d'avoir du focus pour Centraide parce que Centraide s'occupe de tout. Il s'occupe de la documentation pour la campagne de souscription, il s'occupe de l'informatique, il s'occupe du marketing, de la publicité. Tout ce qu'on vous demande, c'est aller voir votre entourage et donnez-leur l'opportunité de faire quelque chose pour la communauté. La confiance en soi, ça se renforce quand on a des messages positifs. Puis ces messages positifs-là, c'est votre film de votre vie communautaire. Gardez-le à l'esprit, enregistrez-le, puis je dis ça, puis je me souviens tout le temps des 2 fois dans ma vie où quelqu'un m'a donné plus d'argent que j'avais demandé. C'est ça le côté positif. C'est quand est-ce qu'on va voir un film et qu'on dit « Ah, que j'ai haï ça, mais je vais aller le voir encore. » Fait que les passages moins intéressants, là, oubliez-le. C'est sûr qu'on va se faire dire non puis qu'il va y avoir des refus. Mais gardez votre film de votre vie communautaire, gardez les beaux extraits puis assurez-vous que vous les répétez. La phrase rayonnante numéro 3, concise, riche, qu'on tourne dans sa tête, puis qu'on finit par la faire vivre, puis que ça devient un réflexe. Je récolterai ce que j'ai semé. Alors, en philanthropie, il y a 2 choses qu'il faut semer. Il faut semer de l'organisation, puis il faut semer des graines pour la gestion de ses peurs. Alors, pour l'organisation, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que ça vous a déjà arrivé, par hasard, de dire « Aujourd'hui ou cette semaine, je débute ma sollicitation » puis que vous ne l'avez pas faite? Parce que vous étiez occupé au bureau, parce que vous n'avez pas trouvé le temps. Fait que quand je regarde ça, moi, je me dis ça prend 2 outils. Ça prend un outil pour savoir quand est-ce que je pars, puis ça prend un outil pour dire qu'est-ce que je dis. Alors, quand est-ce que je pars? Je suis comme vous. Des fois, je n'avais pas mon truc pour partir, mais un jour, je l'ai eu. Mon truc, moi, ça a été de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre de prendre des rendez-vous de 15 minutes au téléphone pendant la semaine à partir d'une liste que je lui donnais. Bon, on s'entend, c'était mon adjoint. Elle rentre dans mon bureau 2 heures après, puis elle dit « Yvon, OK, demain matin, Louis, t'es-tu 9h15? » Là, elle me dit « Oh, bye-bye! Tu n'as pas pris un facile? » Tout ce que j'avais à faire, c'est le focus. Parler à mon écosystème de Centraide. Le deuxième élément, c'est qu'est-ce que je vais dire? Alors, tantôt, je vais vous parler de l'argumentaire 2024 de Centraide que j'ai lu. Puis ce que je vais dire, là, je me suis mis 4 notes. J'ai hésité sur ma feuille de papier. J'ai plus besoin de lire le texte de 3 pages. J'ai mon petit outil. Ce que je vous dis là, la confiance en soi pour la sollicitation, vous allez avoir votre texte de 3 pages à la fin de la présentation. Alors, c'est d'avoir des outils comme ça qui vous permettent, après 5 minutes de réflexion, puis de lecture, de dire « Go, je suis prêt, je peux faire mon téléphone ». Bon, le deuxième outil, c'est la gestion de ses peurs. On a tous des peurs au bureau qu'on sollicite. Il faut trouver les phrases qui sont bonnes pour nous. Alors, je vous en donne quelques-unes. Celle qui est utile tout le temps pour tout le monde, c'est « je réussis ou j'apprends ». Bon, c'est sûr qu'on aime mieux réussir. Mais
apprendre, c'est quand même positif aussi. C'est 2 résultats intéressants. Alors, je crois que c'est une phrase qu'on a intérêt à faire dans notre réflexion personnelle. Si une tâche est indispensable, j'attaque, puis je passe à autre chose. Celui qui a dit ça, c'est le grand maître du stress, Yann Solé, que je vais reparler dans quelques minutes. Mais ça, cette phrase-là, c'est quand vous regardez votre liste des choses à faire pendant la journée, là, on dirait qu'il y en a une qui colle. Là. Vous ne l'avez pas faite lundi, vous ne l'avez pas faite mardi. Il y a toujours quelque chose qui passe avant. La journée finit trop tôt. Ben là, un matin, tu regardes ça, puis là, tu te dis, OK, si une tâche est pénible, mais indispensable, tu sais qu'il faut que tu le fasses, c'est juste que tu retardes. Go, tu l'attaques, puis après, tu passes à autre chose. J'ose demander un bon montant d'argent. Et n'oubliez pas, les Québécois sont généreux, 3 petits points, quand ils sont sollicités. Le pire qui peut arriver, c'est que vous devez vous excuser pour avoir surestimé la santé financière de la personne que vous sollicitez. C'est pas plus grave que ça. Le pire qui peut arriver, c'est de se faire dire non. Tu sais, non, c'est un mot, ça fait pas mal. Là. Je ne me suis pas fait couper une jambe, je me suis fait dire non. Non, ça fait pas mal, à moins que moi ou mon petit ego dans ma tête se mette à dire c'est terrible, affreux et abominable. Faites vivre toutes ces phrases-là dans la tête, votre confiance en soi puis votre courage va être multiplié. Mon dernier point, c'est de gérer le vocabulaire. C'est fou, hein? C'est juste des mots. Mais ces mots-là, ça s'en va dans votre discours intérieur, puis votre discours intérieur, lui, il a un impact assez gros sur la volonté, sur la confiance en soi. Alors, mon plus grand succès à la maison, c'est « j'aurais dû ». C'est banni, interdit. Personne n'a le droit de dire ça. On dit « j'aurais pu ». J'ai été rejeté. Non, j'ai été mal compris. Je suis débordé. Ben non, je suis en grande demande. C'est horrible et affreux. Non, tu passes un moment désagréable. Puis après, ça va passer. La vie est un chemin semé d'obstacles, ou tu dis plutôt la vie est un jardin cultivé. Alors, dites-vous que si vous répétez la première phrase là, à toutes 5 fois par jour, là, au bout d'une semaine, là, vous allez avoir hâte de votre fin de semaine, puis après un mois, vous allez commencer à sentir la déprime. Gérez votre vocabulaire. Ça va? Deuxième partie. J'avais un extra pour la première partie, mais je n'ai pas le temps. Deuxième partie. Bon, on fait un changement. Je suis un solliciteur, vous êtes un donateur potentiel. Alors, je suis ton conseiller philanthropique, puis je vais aborder avec toi 2 questions. Un, c'est pourquoi tu gagnes à être une personne active dans la communauté? Et la question numéro 2, pourquoi certaines personnes de la communauté ont besoin d'aide? Alors, pour ce qui est de la première question, on va regarder sur un continuum là, de comportement, on va regarder les 2 extrêmes de façon un peu caricaturale, je l'admets. Le premier, vous connaissez M. Patate. Le premier, c'est M. Chacun pour soi. Et le deuxième, c'est M. Tous pour un. Alors, M. Chacun pour soi, il y a plusieurs adeptes. Il est de plus en plus populaire depuis 2 générations. Selon cette philosophie-là, il y a 2 sortes de personnes. Il y a les gagnants et les perdants. Monsieur Chacun pour soi, il se compare toujours aux autres pour les dépasser. Et quand il réussit, c'est uniquement à cause de ses compétences. Il n'a jamais eu de chance là-dedans. Ils ont un grand besoin de performance. Il faut qu'ils soient le meilleur tout le temps. Puis, de temps en temps, ben, il y a des émotions désagréables, monsieur Chacun pour soi. Des fois, il est jaloux, il est envieux, il est inquiet de ne pas toujours être le meilleur. Puis on s'entend qu'à la limite, ça peut mener à des enjeux de santé mentale. Puis à côté de lui, bien, il y a les adeptes du tous pour un. Monsieur tous pour un. Puis les tous pour un aussi, ils veulent réussir leur vie.
Ils veulent être bons. Ils se comparent aussi, mais pour s'améliorer personnellement, pas pour battre le voisin. Ils laissent les chacun pour soi dire qu'ils sont parfaits et merveilleux. Ça ne le dérange pas trop. Ils savent que le succès, c'est une combinaison d'efforts et de chance. Ils sont capables d'empathie puis de générosité envers les moins chanceux. Puis, ça donne que ces gens-là, c'est souvent associé d'émotions agréables, comme d'être content d'avoir travaillé pour la communauté. Alors, cher donateur, il t'appartient de réfléchir à ces deux extrêmes-là, de regarder le curseur puis de dire, t'aurais-tu le goût de tasser un petit peu ton curseur vers le tous pour un? Alors ça, c'est ma façon à moi de dire que la société est individualiste. Bon, il y a une deuxième question, parce que dans le fond, quand je regarde ça, l'individualisme, je trouve que ça fait juste des perdants. Parce que les relations humaines s'effritent, puis que le stress, il nous glisse de temps en temps dans la peau. Puis quand je parle du stress, le fameux Jan Cellé, ce Montréalais-là, c'est en 1946, malheureusement, que le mot stress a été accepté officiellement dans le vocabulaire français. Puis comme par hasard, quand vous regardez ça, l'individualisme puis le stress, c'est arrivé pas mal en même temps dans l'histoire de l'humanité. Puis là, je viens de dire le mot humanité. On dirait que c'est un mot qu'on est en train d'oublier un petit peu. L'humanité, ouverture à la compassion envers nos semblables, qui porte à jouer un rôle actif dans notre bien-être collectif. Alors, c'est pour ça que je t'invite à déplacer ton curseur. Mais je suis poli, tu es un donateur potentiel, je ne te connais pas. Je t'invite à réfléchir à l'idée de peut-être tasser ton curseur. Bon, maintenant, on arrive à la deuxième question. Pourquoi certaines personnes ont besoin d'aide? Parce que ça nous arrive de juger sans savoir, ça nous arrive de généraliser à partir d'une anecdote. Alors moi, je vais essayer de vous décrire c'est quoi, d'après moi, une personne démunie au Québec, comment cette personne-là se sent, puis qu'est-ce que ça a l'air au niveau de sa confiance en soi. Puis par la suite, on va regarder ensemble 3 préjugés pour ces gens-là. Alors, une personne démunie, elle vit constamment dans l'urgence. Vous avez vu Mary tantôt. C'est un super bel exemple. Ça prend des mois à sortir d'un imprévu budgétaire. Puis, des fois, c'est dangereux que ça glisse vers une pauvreté permanente. Cette personne-là, comme Mary, est réduite à faire à peu de choix. Puis, il n'y en a pas beaucoup, des bons choix. Ah, s'il faisait des bons choix, il s'en sortirait. Admettez que quand tu es dans une situation comme celle-là, c'est facile d'être découragé. C'est facile d'avoir honte. C'est facile qu'il s'installe un sentiment d'infériorité. Puis ça peut mener aussi à l'isolement. Alors, on va repenser maintenant à notre fameuse, nos 3 phrases rayonnantes pour avoir de la confiance en soi. Bon, une des phrases, j'ai dit, il faut semer des graines. Il n'en reste pas beaucoup de graines, hein? Les graines, ils ont pas mal mangé, ils les ont pas semées. Je suis conscient de ce que je suis vraiment. C'est facile pour cette personne-là de dire, me semble que je ne suis pas grand-chose. Je me projette dans l'avenir avec confiance. Pas facile non plus. Alors maintenant, on va regarder, c'est quoi les préjugés qu'on peut dire envers ces gens-là? Les pauvres ne savent pas gérer un budget. Au Québec, même pauvres, on vit dans un état confortable. Puis, pour sortir de la pauvreté, il suffit d'aller travailler. Non. Parce que dans l'argumentaire Centraide 2024, ça dit que 25% des usagers des banques alimentaires ont un revenu d'emploi. Ça dit que 35% des personnes qui reçoivent de l'aide alimentaire sont des enfants. Ça veut dire que la crise du logement puis l'inflation, ça l'a créé encore plus
d'inégalité. Fait que là, on parle plus du confort, puis on parle plus de dignité, là. On parle de sécurité, on parle de santé physique. Puis là, on se rend compte que le nombre de personnes qui souffrent de solitude puis d'isolement augmente rapidement. On se rend compte que l'itinérance est de plus en plus visible dans les régions. Puis là, ça veut dire qu'il y a un risque assez grand qu'on embarque dans la spirale de la violence, des enjeux de santé mentale, puis de consommation. Fait que quand je te dis ça, cher donateur, est-ce qu'il faut que tu donnes plus d'argent aux banques alimentaires? Est-ce qu'il faut que tu donnes à des organismes en aide à l'itinérance? Est-ce qu'il faut que tu donnes aux organismes qui aident la santé mentale, aux organismes qui aident la violence? C'est où tu mets ton 1000 pièces de plus que tu veux donner cette année? Est-ce que tu le donnes aux écoles en milieu défavorisé? Tu le donnes-tu au petit déjeuner? Tu le donnes à Centraide. Parce que Centraide, lui, il sait parmi tous ces organismes-là combien d'argent sur les 225 organismes de la région il faut leur en donner plus pour nous aider à passer à travers la crise. C'est ça, le don solidaire. Alors, le 3 pages et demie d'argumentaire Centraide, ben moi, c'est 5 phrases. Puis quand le téléphone, je vais prendre le téléphone dans 5 minutes, je vais être capable de le dire à la personne qu'est-ce qu'il faut dire exactement. Alors, cher donateur potentiel, as-tu le goût, toi, d'aider une mère monoparentale qui a des enfants de 12 ans puis 14 ans à faire son budget? Si elle décide d'aller à la banque alimentaire, vas-tu lui dire « Oh, c'est dangereux, tu peux développer une dépendance? » Si elle décide de prendre un forfait Internet, vas-tu dire « C'est un luxe? » Mais là, elle risque de te dire que tous les enfants à l'école en ont puis ils en ont besoin. Si jamais elle décide de ne pas acheter de cadeaux de Noël, tu vas-tu dire « Quelle mauvaise mère! » As-tu vraiment le goût d'y donner un coup de main à faire son budget? Moi, honnêtement, je préfère pas. Fait que quand je regarde ça, je trouve que j'aime pas mal plus donner de mes sous que d'être dans une situation de ces personnes démunies-là. Et je constate que c'est pas vrai qu'on est tous égaux à la naissance. Il y en a qui ont des vestes de sauvetage, puis il y en a d'autres qui n'en ont pas. Donner à Centraide rend heureux, cher donateur. Si tu ne l'as pas encore senti, il faudra peut-être que tu donnes un petit peu plus. Merci. Merci. Merci, Yvon. Oui, Yvon. Wow. Vraiment, merci beaucoup. Oui, Yvon, je veux juste exprimer que ma gratitude pour avoir la chance de t'avoir dans mon entourage. Merci. Vraiment. Avez-vous scanné votre code QR? Si oui, on dirait parce que j'ai 2 questions. Fait qu'alors, Yvon, là, on serait rendu à la période des questions. Vous comprenez que l'Académie Centraide, c'est qu'on veut vous faire participer aussi. Oui, on a du contenu extraordinaire. On est-tu d'accord avec ça? Mais aussi, il faut avoir un peu de votre feedback et tout. Fait que je vais poser la première question. Quel est le pire donateur potentiel aucunement intéressé que vous avez rencontré? Et comment avez-vous réussi à le convertir? C'est fou, hein? Le pire donateur, c'est celui qui te mange de ton temps, puis tu sais qu'à la fin de la journée, il va te dire non, puis tu vas perdre ton temps. Fait qu'à un moment donné, il faut décider, est-ce qu'on investit notre temps différemment? Puis moi, je dis, à un moment donné, on investit notre temps différemment, ou on est un peu plus stratégique, puis on fait appel à quelqu'un d'autre. Alors, moi, je me suis fait dire non 3 fois par une personne, j'ai abandonné. Puis quand j'ai rencontré Anne-Marie, il y a 2 ans, elle l'avait converti à Centraide. Bravo, Anne-Marie. Tu vois que la réponse, c'est on appelle Anne-Marie, c'est ça? C'est un duo. Il y a une autre question. Quel a été votre plus grand défi auquel vous avez fait face lors d'une sollicitation? Bien, c'est juste pour vous dire qu'il faut s'habituer nous autres-mêmes comme solliciteurs. Quand les gens de Centraide m'ont dit « Yvon, c'est beau, là, on a ramassé plein de 2500 $, mais il faudrait attaquer les 10 000 », ça m'a pris une semaine avant de me dire « 10 000 $, c'est beaucoup d'argent. Ils veulent que je demande 10 000 $.
L'année passée, puis l'année d'avant, il y avait 10 donateurs de 10 000 $. Fait que la chose exceptionnelle, c'est pas qu'on est allé en chercher 18 de plus. La chose exceptionnelle, c'est qu'on est allé en chercher 18 sur 20 demandes. On les avait bien ciblés, mais ça veut dire quoi? Les Québécois sont généreux quand ils sont sollicités. Ceci étant dit, quand mon adjointe me passait le téléphone pour un des 20, là, je me levais debout. Je trouvais que je respirais mieux, j'avais plus d'énergie. Je trouvais ça épouvantable de demander 10 000 $. Oui, mais justement, il y a quelqu'un qui demande ça. C'est quoi être généreux? On va jusqu'à, tu sais, à un moment donné, là, OK, là, quelqu'un m'a dit, il faut que je demande 10 000, mais c'est quoi le montant? Comment on fait pour décider le montant qu'on demande? Moi, j'avais sur les 2 500 $ et plus de centraide, là, j'en avais 120. Puis vu que je manquais de temps, j'envoyais toujours un texto. Puis là, je regardais, moi, mon adjointe, elle avait les dons des 4 années précédentes. Je regardais c'était quoi les 4 dernières années. 2 500 $, 4 ans. Je dis, oh, c'est le temps de faire un mouvement. Fait que, puis dépendant de la personne, tu dis, que dirais-tu d'augmenter de 10 000? Ça sera le fun de t'avoir dans les 5 000, des donateurs de 5 000 $ dans 3 ans. Et pourquoi pas cette année? Fait que tu regardes chacun des personnes, puis là, tu ajustes ton discours. Puis pour certaines personnes, tu te dis, écoute, as-tu pensé l'effet qu'on va avoir sur les autres si toi, tu acceptes de donner 10 000 $? Mon Dieu, que tu vas faciliter ma job pour la reste. Fait que c'est une façon d'aller chercher l'individu. Je veux juste te dire que tu as bien fait de commencer à solliciter à 10 000. Sais-tu combien qu'on en a maintenant dans Québec Chaudière-Appalaches qui donnent 10 000 et plus? On en a 128. Moi, je lis les questions qui rentrent. Il y a des gens à qui j'ai le goût d'aller faire un colleux, là, parce que je les lis. J'en ai une que certains donateurs ont un pouvoir de nuisance. Je comprends qu'on n'ira pas chercher la personne qu'elle élabore là-dessus. Je pense qu'on est peut-être capable. Doit-on les convaincre à tout prix? Non, mais on doit les faire taire. On doit les faire taire. Wow. Ça m'est arrivé une fois, à l'Industrielle Alliance, du haut de mes 25 ans, j'étais directeur, puis là, j'entends qu'un vice-président il critiquait notre service. Fait que j'ai attendu qu'il rentre dans mon bureau. Puis là, j'ai fait du cinéma. Hey, je shakeais, là. J'ai ouvert un tiroir, j'ai mis les 2 pieds dessus, comme si j'étais le président. Il rentrait dans mon bureau, puis là, j'ai dit, « Rémi, j'ai appris que tu n'es pas satisfait de nos services. » J'ai dit, « C'est-tu moi, personnellement? » Je ne l'ai plus jamais entendu parler. Jamais. Fait qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas capable de les faire taire, envoyez quelqu'un d'autre. Tu dis, écoute, toi, tu peux penser que tu as eu du succès juste à cause de tes efforts, que tu es le gars merveilleux, intelligent, puis il n'y a personne de meilleur que toi, puis si tout le monde était comme toi, on aurait une meilleure société. Tu peux penser ça si tu veux, là. Mais s'il te plaît, arrête donc de nuire à ceux qui sont prêts à s'engager pour la communauté. Si tu veux rien faire, j'ai pas de problème. Tu as juste à rester à la maison toute terre. Bon, dépendant de la personne, on a thème de discours, mais c'est ça le message. L'histoire des 2 personnes qui ont donné plus que tu avais demandé, là, ça a bien intéressé. C'est quoi qui s'est passé? Comment tu as fait ça, Yvon? Non, mais en fait, il s'est passé, dans un cas, c'est Michel Dallaire. Son organisme, sa compagnie, était prêt à aider une maison de jeunes à Lévis. Puis, à un moment donné, le quartier n'a pas voulu l'avoir. L'argent, il l'avait. Fait que quand moi, j'ai été responsable de la maison Dauphine, j'ai demandé à Michel, « Michel, tu peux-tu, vu que tu es un entrepreneur général, tu peux-tu offrir tes services gratuitement pour faire la rénovation? » Ça coûtait 5 000 $ la rénover. 5 millions. 5 millions. 5 millions. Léger Je détail. m'en souviens, j'ai été à Edmonton, je sors de ma douche, le téléphone sonne, Michel Dallaire, il me dit, « Yvon, il dit, je le sais, qu'est-ce qu'on va faire? » Il dit, ma famille va rénover la maison à ses frais. Ça va coûter 5 millions, puis on va la louer 1 $ par année à l'organisme. Wow. Wow. Puis la deuxième, on est allé quêter à Montréal, on avait demandé 400 000. Ils ont dit 2 secondes, ils sont sortis, ils sont venus 1 minute après, puis ils disent, on va donner 500 000. Il ne faut pas que je me mêle dans mes 5 000. On va donner 500 000. Pourquoi? Bon, on a appris que la veuve avait lâché un appel 2 jours avant pour dire qu'il y a quelqu'un qui va aller vous voir. Dans le fond, c'est pas moi qui les ai touchés, c'est la veuve. Fait que moi, Yvon Charest, je parle beaucoup avec ma tête.
J'ai de la misère à parler avec mon cœur. C'est pour ça que quand j'allais faire un discours à la Chambre de commerce, il y a quelqu'un qui me dit « Hey, ce gars-là, là, le DG de Café Rencontre Centre-Ville, Yvon, là, invite-le dans ta conférence. » Tu regardes ça, tu dis « Il n'y a jamais personne qui a fait ça dans sa vie. » Bien, je l'ai fait. Moi, c'est à la tête, puis l'autre, c'est le cœur. Fait que ça veut dire qu'il faut se connaître, il faut être stratégique, il faut penser c'est quoi la meilleure façon de s'y prendre pour aller chercher quelqu'un. Je pense qu'on a le temps pour une autre. Il y en a une qui est quand même une grande question. Comment qu'on fait pour changer cet aspect-là de la société qui est la fameuse méritocratie? Si tu veux, tu peux. C'est quoi ta réponse à ça? Bien, il faut faire réaliser aux gens, puis c'est pour ça, l'année passée, j'ai fait le discours sur les chances, là. Il faut faire réaliser aux gens que c'est... Oui, ils ont travaillé fort. Puis quand je parle des entrepreneurs, tu as fait des efforts incroyables. Tu sais, je regarde un gars, là, il a une business, puis il est généreux, mais il y avait une famille de 11 enfants. S'il y a quelqu'un qui pouvait dire « Hey, écoute, moi, j'ai pas pu aller à l'école, il fallait que j'aille à la ferme, puis c'est bien lui. » Il a eu du succès. Puis lui, il a réalisé qu'il y a eu des chances dans sa vie. Mais il faut faire réfléchir les gens aux 4 chances qu'on peut avoir dans leur vie. Puis la 3e chance, c'est la chance d'avoir de l'aide. Puis l'année passée, j'ai dit quoi? J'ai dit, parmi les gens qui vont au Café Rencontre Centre-Ville aller quêter leur dîner à tous les jours, il y a un ancien prof de l'Université Laval que quand il a su que sa conjointe le quittait, bien, il n'a pas été capable de composer avec ça, puis il n'y avait personne pour l'aider, il n'avait pas d'entourage. Fait qu'il s'est creusé un trou tellement profond que ça a pris 2 ans de dîner au café pour qu'il réponde au bonjour du préposé. 2 ans. Puis l'autre cas à côté, là, puis tu dis ça à un entrepreneur, un de mes chums entrepreneurs, il y avait une PME de 35 employés, puis dans un même mois, il y a un de ses parents qui a décédé, l'autre qui a eu le diagnostic d'Alzheimer, puis lui, il a fait un accident d'auto. C'est ses employés qui ont dit « Boss, tu fais du présentéisme, là. C'est d'aller au travail et rien foutre. » Ils ont dit, boss, retourne à la maison, on va s'en occuper de ta compagnie. 6 mois qu'il reste à la maison. Bien, des histoires comme ça peut arriver à n'importe qui. Puis ça, au-delà de l'effort, puis au-delà de travailler, puis t'es intelligent puis brillant, c'est pas vrai qu'il y a eu personne qui t'aide dans ta vie. Donc, c'est de faire réaliser les chances qu'on a. La chance d'être né au Québec. Si tu n'aimes pas ça, le Québec, on peut recommencer le tirage, mais tu as 50 des chances d'être né en Chine ou en Inde. La chance d'être en santé, puis la chance d'avoir eu des gens qui t'ont aidé. Merci. Yvon Charest, mesdames et messieurs.